Écoutez, je regardais il y a quelque temps, mis à part, sur le cycle d'efficacité des gens dans une journée. Et l'étude disait que les gens étaient le plus efficaces entre 8 et 10 le matin, 8 heures et 10 heures le matin. Et la courbe redescendait beaucoup après 16 heures. Il est quelle heure, là? J'aimerais ça vous inviter à prendre 2 petites secondes à vous lever. Hein, j'ai peut-être pas l'air de ça, mais en fait, je suis prof de yoga et je suis ceinture noire en karaté. Et non, c'est pas pour faire aucune menace, mais c'est pour vous amener un peu à dire c'est important de se réénergiser, de bouger un peu, de s'étirer. Puis je vous inviterai à prendre de bonnes respirations. Pourquoi une respiration? Parce que, surtout une bonne respiration, parce que ça vient oxygéner notre cerveau. Rendu à un certain moment donné, surtout à la fin de la journée comme celle-là, c'est pas évident. C'est pas évident de garder notre énergie, puis surtout avec une conférence comme la gestion du changement, c'est tellement important. Il faut garder cette énergie, cette bonne énergie-là. Écoutez. Donc, je vous invite à prendre une bonne inspiration par le nez et expirer par la bouche. Si on le fait juste par la bouche, ben ça ne se rend pas jusqu'au cerveau. Donc, l'important, faire circuler. Bonne inspiration. On relâche tranquillement. Et vous pouvez même lever les épaules et relâcher. Ça nous permet aussi de relâcher un peu. Écoutez, après avoir écouté ces hyper bonnes conférences-là toute la journée, bien, on arrive quand même à un certain moment donné, à la fin de la journée, il y a une fatigue accumulée. Donc, on prend le temps d'inspirer et d'expirer. Premièrement, ça nous amène dans un autre climat, un peu plus détendu. Mais en même temps, je pense que c'est important de se donner au moins un autre 45 minutes d'énergie pour la conférence qui va suivre. Merci. Merci beaucoup de vous être prêté à mon petit jeu. J'espère que ça vous a quand même délayé un petit peu les jambes, puis vous a apporté aussi un peu plus d'énergie pour ce qui s'ensuit. Bon, excellent. Qui d'entre vous a déjà été impacté ou impliqué au niveau d'un changement, personnel ou professionnel? Je vous invite à lever la main. Qui a déjà été impliqué dans un changement, personnel ou professionnel? Grosse majorité, hein? Beaucoup de gens. Encore une fois, je vous demande de lever la main. Qui d'entre vous a déjà été accompagné lors d'un processus de changement par des spécialistes, par des gens qui amenaient le côté humain? J'ai vu beaucoup le mot humain aussi aujourd'hui, parce que tout ce qu'on fait, l'humain est au centre de tout ça. Qui d'entre vous a déjà été aussi bien appuyé, accompagné par quelqu'un, un spécialiste en gestion du changement dans le passé? Votre expérience était quoi? Comment vous avez perçu ou ressenti cet accompagnement-là? Versus si ça n'avait pas été le cas, parce que j'imagine que vous avez déjà vécu d'autres expériences dans le passé. Si je peux vous demander, Sophie, comment vous avez vécu un peu cette expérience-là d'accompagnement? Est-ce que vous avez senti au moins que quelqu'un était là pour vous appuyer sur un côté humain et non pas sur un côté de tâche? Ouais? Qu'est-ce qui ferait vraiment la différence pour vous? Compréhension, écoute, participation. C'est des éléments qui reviennent souvent. Pourquoi? Parce qu'on veut prendre en compte l'humain dans tout ce que l'on fait. Et c'est... écoutez, moi, avant, j'étais en pendant une couple de décennies, beaucoup plus en gestion. Et ce que je vivais beaucoup, et j'étais au niveau service conseil, et en service conseil, on arrivait avec des projets, on revoyait les processus d'affaires, on remettait en place, que ce soit des nouveaux systèmes de gestion ou autres. Et là, lorsqu'on arrivait avec l'impact humain, ce qu'on faisait, on remettait ça dans les mains des RH. Là, les gens des ressources humaines, occupez-vous du changement. Hein, l'impact du changement chez les gens. Ce n'était pas toujours évident parce qu'il n'y avait pas, à ce moment-là, puis on remonte il y a quand même quelques années, il n'y avait pas cette structure-là, cette façon-là, cette conscience-là de tout ce qui apportait comme impact chez les gens dans tout le processus. Juste pour vous donner une petite définition, je pense que je vais trouver le bon bouton. Le changement, saviez-vous que le changement traduit en mandarin? C'est un mot composé qui veut dire danger et opportunité. C'est intéressant de regarder la définition. Danger, opportunité.
Danger veut aussi dire inquiétude, préoccupation. Opportunité, c'est de voir des gains, voir des bénéfices. Mais avant de voir des gains, des bénéfices, là, qu'est-ce que tout humain fait dans un changement? Prenez juste des changements personnels. Hein, un changement, je passe à la slide suivante, puis on va revenir à celle-là. Lorsque je regarde un changement qui est voulu, ben une naissance voulue, mais un déménagement, aussi voulu, se marier, une réorientation professionnelle. On pourrait en avoir plusieurs au niveau de changements que l'on conçoit, que l'on décide et que l'on veut apporter. Même ces changements-là nous amènent une certaine source d'inquiétude, certaines préoccupations, pour pouvoir voir comment je vais pouvoir m'adapter à ce changement-là. Ben, je prends par exemple l'achat d'une maison, surtout ces temps-ci, avec l'inflation et les taux d'intérêt qui augmentent. Bien, le côté danger est encore plus présent. Est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais avoir mon prêt? Est-ce que je vais être capable, justement, de pouvoir me permettre cette maison-là à ce niveau-là? Est-ce que je vais être capable de pouvoir... Donc, il y a tout plein de questionnements qui arrivent avant même de pouvoir passer à « Je suis bien dans ma nouvelle maison? Hey, c'est-tu le fun? Hey, je l'apprécie, c'est agréable. » Il y a plein. Donc, avant de passer à ça, je passe toujours du niveau inquiétude, préoccupation, et je veux tendre, du moins, hein, dans ma vie, à être capable d'avoir des gains, des bénéfices, parce que sinon, qu'est-ce que me rapporterait le changement, à part qu'il y a uniquement des contraintes? Ce serait un élément qui serait beaucoup plus lourd à traîner. Et vous êtes pas, on va en parler tout à l'heure, tu sais, chaque humain perçoit le changement différemment. Chaque humain a son historique aussi de changement, son historique professionnel, son historique aussi personnel. Puis même des fois, l'historique personnel vient aussi affecter l'impact professionnel sur comment je peux percevoir un changement. Mon niveau d'ouverture, la façon que je peux concevoir un changement, le côté positif versus si j'y vois tout simplement des contraintes. Donc, c'est des éléments qui sont extrêmement importants à prendre en compte. Quand j'y vais sur un changement qui est subi ou imposé, bon, bien entendu, on peut regarder au point de vue licenciement, on peut regarder au point de vue faillite, maladie, accident, décès, COVID. Ça a-t-il été un changement qu'on a demandé, ça? Pas trop, hein? Donc, tout ce changement-là qui est arrivé, qu'on a subi au niveau de la COVID, on ne pouvait même pas arriver à dire « j'aurais pu me préparer, hein, j'aurais pu voir venir les choses ». Mais non, absolument pas. Tu sais, tout est arrivé, puis finalement, tout ce qu'on nous disait beaucoup, c'est que ça va bien aller. Fait que cet encouragement-là nous a pas... en fait, je ne pense pas qu'il nous a apporté à chacun d'entre nous le besoin qu'on avait d'accompagnement dans le changement, dans celui-là. Parce que tout le monde était perdu et était confus dans ce changement-là. Donc, le changement nous a apporté, et surtout la durée de ce changement-là, a amené énormément d'inquiétudes, puis énormément de positions. On a vu selon les types d'individus, hein, ceux qui étaient pour ou contre les vaccins, ceux qui étaient pour ou contre tous les éléments qui étaient alliés à tout ça. T'sais. Est-ce qu'on était... Il y avait toujours des prises de position. Vous allez voir que dans tout changement, il y a des prises de position. Et il y a des gens, je voyais une statistique il n'y a pas très longtemps, dans tout changement, moyenne, 10% des gens sont ouverts à un changement. Peu importe le changement, ils vont voir une opportunité, ils vont voir quelque chose de le fun, ils vont voir quelque chose que je peux apprendre, ils vont être positifs en partant. 80% des gens vont être neutres. Ils vont se dire, on va voir, on va attendre de voir ce qui va se passer. Puis là, selon ce qui va se passer, bien là, je vais pouvoir me positionner, dès que je vais avoir plus d'informations, est-ce que je suis positif, est-ce que je suis négatif au changement, est-ce que, tu sais, j'ai des réticences particulières ou si j'embarque avec les gens. Fait qu'il y a des gens qui sont neutres là-dedans. Et il y a un 10% d'irréductibles qui, eux, en partant, sont négatifs, peu importe. Et ils ont une position complètement réfractaire au changement. Et là, il y a tout cet aspect-là, et souvent, on va se dire, bien, écoute, il y a le 10 il faut vraiment qu'on puisse aller chercher, parce que dès que je vais chercher les 10 bien, au moins, j'ai moins de chances que ça apporte un élément plus toxique à tout le reste de l'environnement. Parce que les gens qui sont très réfractaires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, tout seuls, ils ne sont pas très forts. Hein? Fait qu'ils vont essayer d'aller en chercher d'autres et les convaincre que leur 10 ça serait bien mieux si on était 50 de gens contre le changement qui s'en vient. Et ça, il faut justement être capable de bien s'occuper
de tout l'accompagnement du changement pour s'assurer, de un, qu'on puisse bien amener ces gens-là dans la conscience des éléments positifs qu'on veut mettre en place, mais en même temps aussi rassurer les autres qui sont un peu indécis dans ce changement-là et utiliser les gens qui sont très positifs comme étant des promoteurs du changement. Donc, tout ça, il y a beaucoup d'organisations alentour d'un changement pour être capable, justement, de pouvoir mener des projets à bien, pouvoir aussi atteindre des objectifs qu'on vise, parce que l'humain, qui n'est pas considéré où on impose des choses, vous l'avez sûrement vécu plein de fois dans vos carrières, lorsqu'il arrive un changement, une décision qui est prise, et c'est une surprise. On n'est pas au courant, on ne sait pas trop ce qui est arrivé, mais tout d'un coup, oups, on nous informe que ce changement-là va être mis en place. C'est quoi vos premières réactions? Souvent, la première réaction, c'est on est surpris, on est déçu, et là, on va jouer. On va en parler tout à l'heure, on va jouer sur les émotions, là. Avant d'être capable de pouvoir dire, est-ce que je peux passer à une autre étape? Pas nécessairement évident. Ça dépend de chacun, chaque personne, comment on va percevoir ce changement-là et comment on va percevoir l'impact sur nous comme changement. Quand on parle de changement organisationnel, bien entendu, il y en a, j'en ai listé quelques-uns, mais tous ces changements-là ont des impacts à différents niveaux en ce qui vous concerne, en ce qui concerne les gens qui sont dans le milieu du travail. Donc, une transformation organisationnelle, implantation d'une nouvelle méthode de travail ou des nouveaux processus, implantation d'une nouvelle technologie, de nouveaux systèmes de gestion, une fusion, une diffusion, fermeture d'entreprises, d'usines, changement de culture qu'on veut mettre en place. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des changements de culture internes dans l'organisation. Mais la culture d'une organisation, c'est la base, c'est un peu le cœur. Hein? C'est la mission, la vision, les valeurs. Et là, quand on veut changer des choses au niveau de la culture, il y en a qui pensent qu'on va changer ça dans les livres, on va appliquer ça sur le mur, et les gens vont adhérer à cette nouvelle culture-là ou à ces changements-là. Pas aussi simple que ça. Et c'est loin d'être aussi simple que ça. Pour l'avoir vécu avec beaucoup de clients qui ont fait partie, entre autres, de fusion d'entreprises, entre autres. Et là, du jour au lendemain, on a changé les valeurs sur le mur. On a mis autre chose. Mais la maison mère, maintenant, n'était plus ici en Amérique du Nord, mais était en Europe. Et les gens n'avaient jamais rencontré les nouveaux dirigeants, mais c'était ça, les nouvelles valeurs. On leur demandait maintenant d'adhérer à ces valeurs-là. Entre vous et moi, ça ne marche pas. On ne peut pas demander à quelqu'un de changer ses sentiments du jour au lendemain. C'est comme si je sortais avec quelqu'un et on n'avait pas trop d'affinité. Mais là, on voulait vraiment bâtir sur... Hey, on devrait essayer de bâtir des affinités ensemble parce que là, on va changer des choses. On va changer notre façon de se voir. Mais là, il y a quelque chose qui vient nous chercher à l'intérieur. Puis c'est ça qui est important aussi de regarder dans le terme de changement. C'est pas juste changer des tâches. C'est pas juste changer non plus des processus. Mais c'est de changer aussi comment je connecte avec les gens, comment je connecte avec l'organisation. L'entreprise avec qui j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps, eux, ils sont arrivés avec ce changement-là de culture. Pour eux, c'était bien important d'avoir une vision stratégique très bien élaborée. C'est intéressant. Je trouve que oui, ça prend vraiment une approche stratégique parce qu'il y a un peu à la fondation, les hauts dirigeants prennent ces décisions-là. Mais si ça reste là et ça ne redescend pas, au niveau opérationnel, l'impact ne sera pas là. On ne peut pas demander aux gens de changer sans connecter avec eux. Bon, réalisation de projet, relocalisation, aménagement, il y a plein d'éléments qui peuvent nous amener à devoir être impliqués dans un changement. Et ça, c'est bien important de voir tous les éléments qui peuvent avoir un impact sur vous dans le milieu de travail. Donc, ça peut être au niveau processus, au niveau système, au niveau outils, au niveau des rôles qui peuvent changer, au niveau de comportements qui devraient être ajustés ou adaptés dans votre rôle, dans vos responsabilités. Un état d'esprit, j'ai aussi attitude, croyance, parce que selon comment notre rôle peut évoluer, on a peut-être besoin aussi d'ajuster certaines façons de faire, certaines façons d'agir aussi. La structure hiérarchique peut changer. Mon gestionnaire, plus le même, on le change, on restructure les équipes, ça vient m'impacter, ça vient impacter mon quotidien,
Et ça se peut fort bien que moi, de la façon que je vais le voir, c'est là, je vais perdre des choses importantes pour moi. Donc, évaluation de performance, tout plein d'éléments. Il y en a une dizaine qui ont été identifiés par ProSci. ProSci, d'ailleurs, que je vais faire référence de temps à autre, qui est une des méthodes, une des méthodologies qui existent sur le marché en accompagnement de changement, que j'utilise et dans laquelle moi je suis certifié. Je crois beaucoup en une façon de faire, même si on parle à l'humain. Il faut être capable d'être bien organisé, bien structuré pour être capable justement d'amener les gens à voir l'évolution qu'ils vont faire étape par étape selon les projets ou tous les changements majeurs qui pourraient être mis en place dans leur organisation. Je parle toujours, moi, d'un élément qui est un décalage hiérarchique et un décalage horaire entre les gens de la haute direction, les gestionnaires et les employés. Pourquoi? Parce que, vous savez, quand il y a des décisions importantes qui sont faites, ces décisions-là viennent de la haute direction. Les gens, ça fait déjà X nombre de temps qu'ils sont assis, qui ont évalué, qui ont posé les pour et les contre, qui sont arrivés à des conclusions. Et ça leur a pris des semaines, des mois, avant d'arriver à ces conclusions-là. Donc, il y a un cheminement, il y a un travail qui a été fait. Et ils sont passés au début de l'étape danger, l'étape préoccupation, l'étape inquiétude, les éléments. Oui, si on prend cette direction-là, il faut qu'on soit capable d'évaluer les impacts. Qu'est-ce que ça aura comme potentiel de valeur qu'on veut voir, mais en même temps, l'impact actuel au niveau de cette transition-là. Donc, ils ont tout fait ce cheminement-là. Dans la majorité du temps, personne d'autre n'est impliqué dans ce processus. Pas les gestionnaires, pas les employés. C'est souvent le cas. En fait, même dans la majorité des cas que moi j'ai vu, que j'ai vécu. Et là, on se situe uniquement au niveau stratégique. Au moment où les dirigeants ont bien avancé tout cet élément-là, là, il est maintenant le temps de s'asseoir, en principe, avec les gestionnaires. Ce qui n'est pas toujours le cas, on va y revenir. Mais en principe, c'est le temps de s'asseoir avec les gestionnaires pour au moins partager tout ça, partager le processus, partager les décisions, puis voir comment on va faire évoluer ça dans le futur. Mais là, on se retrouve en décalage. Parce que tout le temps que les hauts dirigeants ont avancé, maintenant, on s'assoit avec les gestionnaires, et là, les gestionnaires sont dans le mode danger. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de voir les opportunités. Ils n'ont pas fait ce processus-là. Donc, on est toujours en mode décalage horaire, alors que les gestionnaires sont rendus, eux, à minuit. Bien, la haute direction est rendue à minuit, les gestionnaires sont encore à midi, les autres, parce qu'ils ont un bout de chemin à faire avant de réussir à comprendre. On veut aller où avec ça? Ce projet-là qu'on nous met entre les mains, qu'on nous partage, bien, pourquoi on veut changer? Puis pourquoi on veut changer maintenant? C'est quoi l'impact si on ne change pas maintenant? Il faut être capable de répondre à ces questions-là de base pour être capable au moins de s'établir un peu une structure, de dire, bien, une fois qu'on aura répondu à ça, on pourra avancer un peu plus dans ce processus de changement-là. La même chose, après ça, en principe, les gestionnaires, surtout les gestionnaires de proximité, devraient se retourner vers les employés pour pouvoir dire, bien, mais maintenant, on va regarder chaque secteur, chaque département, chaque rôle. Et, à la base, il faut être conscient de quels sont les impacts, comment on peut les accompagner là-dedans, comment on peut justement communiquer tout ce qui a à être communiqué pour que les gens puissent planifier, voir et réaliser de plus en plus ce qui va s'en venir. Ça, c'est ce qui devrait se faire, même en sachant très bien qu'il y a un décalage. Mais c'est ce qui ne se fait pas tout le temps. Parce que dans certains cas, ce qu'on voit, c'est que les gens de la haute direction arrivent avec une décision, on communique la décision. Beaucoup de fois, ce que j'ai vu, les gestionnaires n'ont pas toute l'information, toutes les données entre leurs mains. Là, les employés reçoivent cette information-là, se retournent vers leur gestionnaire, leur disent « Hey, il se passe quoi? » Fait que les gestionnaires disent « Ben, écoute, je ne le sais pas, je n'ai pas plus d'informations que toi. » Fait que là, on se retrouve dans ce cercle vicieux-là et on a manqué une étape à quelque part pour être certain de déterminer comment on va engager tout le monde à leur niveau, selon leur rôle, pour pouvoir voir en cours de route, effectivement, c'est quoi les appréhensions, c'est quoi les préoccupations, c'est quoi les réticences, c'est quoi. Tous ces éléments-là sont extrêmement importants dans ce processus-là
de développement dans un changement. Et malheureusement, des fois, on skip des bouts, puis on se pose la question pourquoi. Il n'y a pas si longtemps, on m'a demandé de faire une formation. Je fais des formations en gestion de changement aussi. Puis on m'a demandé de faire une formation au niveau des employés, puis une au niveau des gestionnaires de premier niveau. Les employés, comment mieux vivre le changement, et les gestionnaires de premier niveau, comment mieux gérer le changement. Donc, on avait des discussions ensemble au niveau de la formation, qui était aussi beaucoup un atelier de travail. Et là, les gens commencent à me dire, je leur dis, écoutez, c'est important d'être capable de pouvoir partager vos préoccupations, de pouvoir aussi partager, si vous avez des questions, des inquiétudes, de pouvoir le communiquer. On me dit, Claude, oui, on le fait. OK. Puis, c'est parce qu'on n'a pas de réponse. Puis là, dans certains cas, dans leur cas, eux, ça faisait 6 mois que l'annonce avait été faite par la haute direction. Et là, on ne savait plus rien, c'était comme un silence mort. Donc, il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas de continuité, il n'y avait pas de communication régulière. Et là, on me demande d'aller les aider à adhérer au changement. Ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas été un succès fort, cette formation-là. Ça a soulevé plein d'interrogations et plein d'éléments que les gens ont dit, « Claude, ta théorie est super intéressante, mais tu vas-tu donner la formation aussi jusqu'à la haute direction? » Pour que les gens aient aussi ce niveau-là de conscience pour faciliter cette communication-là et comprendre l'importance, justement, d'aller chercher les besoins à tous les niveaux. Pas uniquement penser qu'on va travailler avec les gens des opérations, mais s'ils ne se sentent pas connectés avec cette décision-là stratégique ou cette orientation-là stratégique et ils n'ont pas de réponse, ils restent encore dans l'inconnu. Tu restes dans l'inconnu, tu as 0 réponse, puis on te demande d'adhérer au changement. Comment je peux adhérer au changement dans quelque chose que je ne sais pas? Je ne sais pas ce qui va arriver, je ne sais pas. On ne m'a pas plus de données de détails que ça. Ça nous amène souvent à parler de préoccupation. Préoccupation, pour moi, c'est important avant même de parler de réticence au changement. Parce qu'une réticence au changement, c'est que c'est une accumulation, c'est plein d'éléments qui n'ont pas été répondus, puis à un moment donné, il y a une résistance. À part les purs et durs, qui sont déjà résistants, déjà en partant, peu importe ce qu'on va apporter comme changement. Mais mis à part ça, moi, je parle d'une série de préoccupations. Si les gens, suite à ce qu'on veut annoncer, lorsqu'on veut apporter des améliorations ou des changements, et qui ont été pensés par les décideurs, bien, si les gens ont des appréhensions, des inquiétudes, et on ne prend pas le temps de les écouter, on ne prend pas le temps d'apporter des éléments de réponse, bien, ces gens-là vont rester avec des éléments non répondus. Vous savez, comme tout être humain, si on a des questions et on ne répond pas à nos questions, ce n'est pas notre nature naturelle, ce n'est pas notre élément naturel que le lendemain, on va dire « Ah, tout est beau, finalement, on n'a pas répondu, on est heureux avec ça. » Non, bien, notre côté, notre inquiétude va toujours grandir. Parce que là, on se pose encore plus de questions. Je n'ai pas eu de réponse la première fois, mais là, on ne me donne pas de réponse. Ah, c'est pas bon signe. Il y a peut-être d'autres choses qui se passent. Fait que là, finalement, le hamster, il va rouler vers le négatif, alors qu'on aurait pu graduellement amener des réponses un peu plus positives ou constructives. Fait que là, on reste avec cet élément-là qui continue à grossir, et qui m'amène vers une résistance. Là, quand on est dans une résistance qui est solide de la part de certains individus, c'est beaucoup plus difficile à aborder parce que les gens ont déjà une conviction bien solide, bien majeure par rapport à leur point, que leur point est bien meilleur que ce qu'on veut faire, ou ils voient l'impact comme extrêmement négatif. Puis ce que je dis, dans le fond, c'est que la résistance, c'est la résultante d'inquiétudes non réglées, non traitées. Les gens avaient des inquiétudes, avaient du questionnement. On n'a jamais pris le temps de les écouter. Sophie, comme tout à l'heure vous l'expliquiez, si les gens prennent le temps de nous écouter et prennent le temps aussi d'arriver avec des éléments de réponse, qu'est-ce qui arrive? On se sent plus en sécurité. Notre élément d'insécurité est en partie résolu. On n'a pas toujours les réponses totalement claires, mais au moins, on a des parties de réponse qui nous amènent à un certain élément de sécurité par rapport à ce qui s'en vient, ce qui va changer. Bien entendu, je dis toujours, il faut faire attention quand on est responsable d'une équipe. Il faut faire attention avec quel genre de message on apporte, parce que si on leur dit « tout va bien aller », c'est le genre de réponse que maintenant, je pense qu'il n'y a plus trop de valeur.
basé sur ce qu'on a vécu par rapport à la COVID. Donc, c'est toujours important de faire attention avec ce que je peux apporter comme élément de réponse, à ce que ça soit le plus transparent possible avec ce que je peux partager. Aujourd'hui, c'est une préoccupation de bien des gens. Ah, c'est pas un problème, hein, moi, j'ai été prêt avec. Ah, il est étouffé, OK. Avec toute la panoplie de virus et de microbes qui courent en ce moment, on est tous, je pense, chanceux de ne pas être affectés. Et tout changement amène un impact sur nos émotions. Bien, pourquoi? Parce que si on est à l'aise avec le changement, on est ouvert au changement, c'est sûr qu'il y a une émotion de « je vois un côté positif, je vois quelque chose que je peux améliorer, je vois des compétences que je peux aller chercher ». Mais ce n'est pas souvent la majorité des gens qui ont cette ouverture-là ou cette compréhension-là. Donc, au niveau d'émotions, chacune des personnes va soit résister ou va avoir des appréhensions en fonction de qui ils sont, en fonction de leur personnalité, en fonction aussi, comme on mentionnait tout à l'heure, de leur historique face au changement. C'est sûr que quand tu parles d'un changement à quelqu'un, un changement de système de gestion, et que la personne te dit « Écoute, Claude, ça fait, en dedans des 5 dernières années, on a changé 3 fois de système. Les 3 fois, c'était pénible, c'était ardu, c'était compliqué. » Donc, qu'est-ce qu'il y a, lui, dans son image, dans sa tête? C'est que ça va être ardu, ça va être pénible, ça va être compliqué, puis ça va être encore. On ne verra pas le côté positif de ça. Fait que les gens partent déjà avec cette historique-là. Donc, c'est important à prendre ça en considération. Si moi, je suis un des promoteurs du changement ou j'accompagne les gens en changement, c'est de comprendre l'historique en question. Mon client qui fait un changement de culture, première question que je leur pose, parce que de faire un changement de culture, ça amène un élément de réflexion. Hein. J'imagine que les gens avaient déjà réfléchi à tout ça. Est-ce que c'est la première fois qu'ils réfléchissent à ce changement-là de culture? Ils me disent, non, ce n'est pas la première fois. Ah, OK. Bien, donc, ça fait, est-ce que vous avez déjà voulu mettre en place des changements au niveau de la culture? Ils m'ont dit oui. Je dis, combien de fois? 2 fois. Et puis, comment ça s'est passé? Ben, on me dit, ça ne s'est pas très bien passé. Alors, c'est important d'aller comprendre cet aspect-là. Donc, les gens puissent te partager, et les gens m'ont partagé le fait qu'on est resté trop à haut niveau, trop au niveau stratégique, et les gens en bas, les employés qu'on voulait faire adhérer, ne se sentaient pas connectés avec ce changement-là. Donc, un changement de culture, il faut que tout le monde embarque. Si on veut que tout le monde embarque, il faut que tout le monde puisse voir leur intérêt là-dedans. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'apporter au point de vue opérationnel? Qu'est-ce que ça va apporter au point de vue des différents gestionnaires? Et comprendre aussi qu'est-ce que ça va apporter à l'organisation. Et si on arrive juste à imposer des décisions ou des changements comme ceux-là, puis après ça, on demande aux gens d'accepter, d'être heureux dans ce changement-là, de vouloir être des promoteurs du changement. Et si ces gens-là voient uniquement l'impact sur leur quotidien actuel, parce qu'aujourd'hui, si tu me poses la question, moi, je suis bien, là, je suis dans ma zone de confort, j'ai des acquis, puis là, ben, tu me dis, on va changer. Pourquoi on devrait changer? Ça va bien aujourd'hui. Ah, mais de ce que je vois, moi, je n'ai pas de problème. Si tu n'arrives pas à me convaincre du bénéfice de changer, en fait, avant de me convaincre, il faut que tu puisses être capable de m'écouter dans mes appréhensions, de m'amener des éléments de réponse, de m'aider à faire cette transition-là vers ce qui est le nouveau projet ou ce que tu veux chercher à mettre en place. Et tout ça va demander du temps différent d'une personne à l'autre. On voit tous le changement différemment. Il y a des gens qui ont un changement, ils vont s'adapter rapidement, ils vont passer vite au ah, moi, je suis déçu, ah, je ne suis pas très content, puis finalement, ah, je vais commencer tout de suite à essayer de voir positivement là-dedans. Ça dépend de la personnalité. Il y en a d'autres, les convaincre, ça va être plus compliqué, plus complexe. Et c'est un processus d'accompagnement. Dans toute étape d'acceptation d'un changement, il y a des étapes importantes. Puis par le passé, il y a déjà quelqu'un qui a comparé ça beaucoup à une étape de deuil. Une étape de deuil dans le sens où, lorsqu'on passe à travers un changement, on nous arrive, surtout quand c'est un changement imposé, je vais passer par un état de choc. Déjà dans ma première étape que j'ai au départ, dans l'étape de négation. Je suis dans le déni. Tout de suite en partant, je reçois la nouvelle, je ne comprends pas. Pourquoi ils prennent cette décision-là? Voyons, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'allure.
Donc là, je suis beaucoup plus dans le mode réactif. Je ne suis pas encore connecté sur mes émotions. Mais là, le moment où tout ça vient beaucoup plus m'absorber intérieurement, là, je passe au niveau des émotions juste en bas, au niveau de la colère, tristesse, peur, plein d'inquiétudes qui ressortent. Selon le changement qui est annoncé, je vais-tu avoir encore un poste? Mes collègues avec qui je travaille depuis les 5, 6 dernières années, ça va-tu changer? Je n'ai pas d'informations. Donc, tout ce qui se passe, c'est que ça se passe dans ma tête. Puis vous savez, hein, on est tous humains. Ce qui se passe dans notre tête, souvent, c'est plein de questions. Beaucoup plus que « ça va être le fun ». C'est normal, c'est l'humain. L'humain, il est comme ça. Et donc, lorsqu'on dirige des équipes, lorsqu'on est avec des équipes, il faut s'attendre à ça pour être capable de mieux les accompagner. Une fois qu'on a passé ces étapes-là, qui ne sont pas toujours faciles, hein, parce que dans la colère, tristesse, peur et dans la négation, il y a des gens qui peuvent rester là un bon petit bout de temps. Puis lorsqu'on arrive à les faire voir autre chose, les amener vers un côté plus positif, là, on a gagné un élément extrêmement positif, parce que là, on peut les amener vers voir le côté positif de ce qui s'en vient ou de ce qui va s'en venir. Mais avant ça, l'individu va passer à l'étape de marchandage. Mais pourquoi marchandage? Là, il se dit, c'est peut-être la dernière option qui me reste. Je vais essayer de négocier. Je vais essayer de négocier des choses que je pourrais peut-être garder. On n'est peut-être pas obligé de toutes laisser aller, dans le fond. Il y a peut-être des choses qui marchaient, mais que là, je regarde ce qu'on me propose. Mais là, peut-être que certaines affaires, on pourrait les garder. Fait que les gens vont être dans cette notion-là, vont quand même avoir une certaine ouverture de voir positif, parce qu'ils sont prêts à accepter des choses, mais en même temps, aimeraient garder certains acquis. Hein, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu dans certaines situations. Donc, à cette étape-là de marchandage, si l'individu peut gagner des choses, déjà là, il va avoir une impression de ne pas avoir tout perdu, mais de garder quand même certains des éléments de base. Fait qu'il faut faire attention dans cette étape de marchandage-là, savoir, surtout quand on est un gestionnaire, est-ce que c'est réalisable, est-ce que c'est réaliste, est-ce que c'est acceptable de pouvoir justement avoir une certaine ouverture? Qu'est-ce qu'on peut garder, concéder? Mais tout ce processus-là, il est important pour que l'individu comme tel se sente important dans le changement. Si je ne me sens pas important dans le changement, encore une fois, je veux dire, ça ne m'implique pas. On ne prend même pas le temps d'aller chercher mon opinion. Si on vient chercher mon opinion, il faut que je puisse avoir aussi la mesure de pouvoir dire hey, « j'aimerais garder certaines affaires ». Une fois que j'ai passé à travers cette étape de marchandage-là, on va passer dans le lâcher-prise. Lâcher-prise dans le sens où l'individu commence de plus en plus à voir du positif dans ce qui s'en vient. Il y a un cheminement, il y a des étapes, mais il commence à voir de plus en plus du positif dans cet accompagnement-là, dans toutes les étapes de notre projet qu'on est en train de mettre en place. Et ce qu'on veut faire, c'est d'être capable de les amener vers l'étape de dépassement. Pourquoi l'étape de dépassement? Parce que là, on est rendu vers quelque chose de nouveau. On va être quelque chose où les gens vont voir des améliorations, parce qu'on espère que ce changement-là va apporter des améliorations aux gens, parce que si ça n'apporte pas d'amélioration, la première réponse qu'on va avoir, c'est « je l'avais dit ». Vous l'avez dit que le changement, ça ne marcherait pas. Hein? C'est ça. Fait que si, à quelque part, il n'y a pas d'éléments positifs pour les individus, très difficile après ça de leur demander d'adhérer au changement et de connecter avec ce changement-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir être à l'affût de ça et de prendre ça en compte dans notre stratégie d'accompagnement, puis dans la stratégie aussi de projet, pour que les gens puissent voir un bénéfice sur du moyen, long terme, parce que souvent, à court terme, ils vont voir ce qu'ils perdent à place. Hein, parce que c'est normal, tu es en train de changer plein de choses, je change mes processus d'affaires, je change peut-être mon système. Hey, on est en train de restructurer peut-être les équipes. Mon client, où on m'a demandé de faire la formation, c'était une nouvelle approche client qu'il était en train de faire. Donc, ça se décidait au niveau stratégique. Et les gens qui étaient les représentants des clients, qui devraient être impliqués, ils disent, on ne sait même pas, on va-tu restructurer nos territoires? On veut-tu avoir, il faut contacter nos clients différemment. On n'a pas cette information-là. Fait qu'il faut vraiment apporter cette approche-là d'accompagnement pour que les gens puissent voir du positif, graduellement, qu'ils puissent faire ce passage-là vers l'étape de
dépassement. Dans la balance du changement, lorsqu'on veut faire un changement, il y a une étape d'un état actuel vers un état futur. Hein? On veut se rendre selon un objectif qui a été visé. Mais c'est la transition qui est la plus importante. Entre aujourd'hui, ce que je fais, ce que je vis, et demain, ce que l'organisation veut faire, bien, il y a une étape de transition. Dans certains cas, des fois, c'est plus simple. Dans d'autres cas, c'est plus important que d'autres. Mais cette transition-là, il faut qu'on soit capable de la balancer pour que ça soit plus équilibré possible. Que les gens, graduellement, puissent voir que ce changement-là va leur apporter quelque chose. Parce qu'au départ, ils vont voir mes habitudes, mes acquis, ma zone de confort que j'avais établie depuis X nombre d'années. Là, tu viens me la shaker, tu viens me la brasser, puis tout ce que je vois, c'est ça, là. Fait que c'est sûr que, rapidement, les gens vont se mettre en mode résistance si on ne les accompagne pas là-dedans. Processus d'adhésion au changement. Bien, c'est quoi? C'est pour un individu, c'est de chercher à comprendre. Chercher à comprendre qu'est-ce que l'entreprise veut faire, pourquoi elle veut le faire, pourquoi elle veut le faire maintenant, qu'est-ce qui les amène à faire ce changement-là. Puis des fois, on se dit, les gens qui, puis je le sais pour avoir des discussions autant avec la haute direction que les gens d'opération, les gens d'opération, des fois, ont l'impression que on n'a pas la même valeur parce qu'on ne nous transmet pas cette information-là. On pense qu'on n'est pas important, on est juste nous autres. C'est nous autres, finalement, qui est direct face aux clients ou qui fait tout le travail, mais on ne nous apporte pas tous les éléments qu'on devrait savoir pour bien comprendre. Ça va être quoi, ce changement-là? Mais surtout, qu'est-ce qu'on vise en tant qu'organisation? Si tu veux impliquer tout le monde, il faut que les gens, en fait, du moins, ce que tu peux transmettre qui n'est pas information confidentielle, il faut que tu puisses le partager. C'est extrêmement important. Par tout processus de communication, de feedback, d'écoute. Puis quand je dis d'écoute, c'est une bonne écoute pour être capable de justement bien adresser les préoccupations des gens. Puis quand je parle de communication, c'est pas juste une annonce, puis après ça, tant qu'on n'a pas parti d'une activité, on ne parle plus de rien. C'est établir des canaux de communication avec les gens. Les gens ont besoin de remonter des questions. C'est quoi leur canal de communication? Les gens m'ont dit, écoute, on nous a donné l'adresse courriel. On envoie ça à l'adresse courriel, mais il n'y a personne qui répond. Fait que le canal de communication a besoin d'être facilité à quelque part. Fait que c'est important qu'il y ait un canal de communication qui soit solide pour que les gens se sentent aussi, par ce canal-là, c'est une façon de pouvoir transmettre leurs questions. Puis en même temps, bien, l'organisation doit déterminer. Est-ce qu'ils passent un message de façon globale? Est-ce qu'on transmet aussi à tous les gestionnaires toute l'information qu'ils ont besoin quand ils vont avoir des rencontres hebdomadaires ou des rencontres avec leurs équipes pour que tout le monde ait leur niveau d'information qui va être important à leur niveau, selon leur rôle, selon leurs responsabilités. On veut que les gens puissent s'exprimer, sentir qu'ils vont être entendus sans être jugés, selon leurs préoccupations. Quand je dis sans être jugé, c'est un élément humain d'importance. Quelqu'un qui a l'impression de ne pas se sentir dans une... au niveau de leur sécurité psychologique, là, de sentir en confiance, de partager leurs préoccupations ou leurs sentiments face à la situation. S'ils n'en parlent pas, dites-vous une chose, ce n'est pas parce que c'est positif. C'est qu'ils décident de garder ça pour eux, puis finalement, il faut qu'on puisse aller au-devant de ça pour bien comprendre les besoins et les préoccupations des gens. Donc, il faut qu'ils se sentent vraiment à l'aise et confortables dans leur questionnement. Les activités d'accompagnement qui se font en termes de gestion de changement, tout à l'heure, je vais vous l'adresser un petit peu plus en détail, ça doit être là pour rassurer les gens, pour accompagner les gens, puis en même temps, d'être capable de pouvoir amener des éléments de réponse à ces personnes-là, selon le projet qui doit être apporté comme changement. Donc, est-ce qu'on implique ou on impose? Malheureusement, on voit trop souvent d'imposition. Hein? On impose. Et même si la décision vient de la haute direction, puis que c'est plutôt, je ne pense pas que la décision va se changer parce qu'il y a une raison très... Mais en même temps, si on apporte cette décision-là sous forme de, on veut impliquer aussi les gens, impliquer, c'est-à-dire les écouter, prendre en considération leur point de vue, les gens vont le voir différemment que j'annonce une nouvelle, j'annonce un changement. Puis là, bien, vous n'aurez pas le choix. Voici, ça va se faire pour les 6 prochaines années. Donc, ce changement-là est extrêmement important dans le processus. Perception de gain potentiel va motiver aussi les personnes.
Donc, c'est important d'être capable de pouvoir graduellement leur amener aussi cette perception-là du gain. Puis le gain, bien, est beaucoup plus, ça doit être plus mobilisateur que toutes les pertes que les gens vont avoir. C'est toujours important de se rappeler le WIIFM, le What's in it for me? Qu'est-ce que ça m'apporte? Si quelqu'un, au niveau des opérations, ne sait pas ce que ça lui apporte comme changement, comme impact, en même temps comme gain ou aspect positif, demandez-lui pas d'adhérer au changement. Ça va être très difficile pour lui. Ça, c'est une slide un peu plus technique. Ce qu'on dit lorsqu'on a un projet, dans cette approche-là, pour avoir du succès, on passe d'un état actuel vers un état futur, qui est la décision. Il y a un état de transition. La partie du haut est toujours l'aspect technique, les activités, dans les changements qu'on va mettre en place et tout. Mais la partie du bas, c'est le volet changement, le volet accompagnement dans le changement. Parce qu'on veut que les gens s'engagent, on veut que les gens adoptent, on veut que les gens puissent utiliser le changement. Donc, cette approche-là va être beaucoup plus sous forme d'ouverture aux gens, de sensibiliser les gens, de les informer, les former sur les nouveaux outils. Donc, toute cette approche-là va être extrêmement importante. On parle d'une planification avec différentes tâches. Bien définir les rôles des gens qui vont être impliqués dans ce changement-là. Des activités comme bien évaluer les impacts, des activités projets, mais un plan de communication, c'est extrêmement important pour savoir qu'est-ce que je communique à qui et quand, comment. Un plan de formation pour que les gens puissent acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Plan d'accompagnement à l'intérieur de cette transition-là. Plan de gestion des préoccupations. Puis un plan de pérennisation. Toujours un défi à prononcer, un plan de pérennisation. Pourquoi? Parce qu'on veut que ça dure dans le futur. C'est pas juste, on arrive, on met ça en place, puis finalement, après, il va se passer quoi? Si on laisse aller les gens, puis on ne continue pas justement à mettre de l'emphase sur les éléments positifs, des fois, les effets positifs vont même arriver après la mise en place de nouvelles processus. Tout ça par une méthodologie qui est, puis peu importe, celle-là qu'on utilise, qui est de sensibiliser, d'amener les gens vers une plus grande volonté à participer au changement, de mettre une emphase sur l'élément de connaissance, parce que plus les gens vont apprendre sur ce qui s'en vient, plus ça va aussi répondre à certaines appréhensions que les gens peuvent avoir. Amener les gens à développer aussi leur capacité à évoluer dans le changement, puis en même temps, trouver des méthodes de renforcer ce changement-là sur du moyen et du long terme. Rapidement, un peu pour terminer, les 3 facteurs humains qui vont déterminer le retour sur l'investissement d'un changement, c'est la vitesse à laquelle les gens vont adhérer ou à ce changement-là, appliquer ce changement-là. Mais la vitesse, ce n'est pas en imposant, mais toujours en étant présent pour bien accompagner. Combien, en fait, d'employés vont réussir à bien utiliser ou bien acheter la solution qu'on a mise en place? Et quel est leur niveau de compétence qui aurait été obtenu après un certain moment donné, selon comment on va évaluer. On se doit toujours, dans un changement, d'être capable de voir comment les gens évoluent, comment les gens vont évoluer, et même toutes les personnes qui sont les initiateurs de ce changement-là se doivent aussi d'être là, présents, pour dire « j'ai peut-être besoin d'ajuster des choses. La façon qu'on le fait, ça ne porte pas fruit comme on le voudrait. Donc, on s'ajuste, on s'adapte. On doit aussi performer différemment dans le changement pour voir comment les gens réagissent. » Ça couvre, ça fait le tour. La gestion du changement, pour moi, c'est une passion. C'est quelque chose qui est extrêmement important pour bien accompagner les gens. Comme je vous disais avant, c'était un élément qu'on oubliait, on mettait souvent de côté, parce qu'on ne pensait pas que les humains là-dedans, ça connecte énormément avec nos émotions lorsqu'on arrive avec des changements, surtout opérationnels et même personnels. Des questions? 2 micros, aux mêmes endroits. J'ai une question. Est-ce qu'il existe des méthodes pour accepter plus facilement le changement, sans trop s'attarder sur l'étape de la colère, tristesse et peur? Je sais que moi, je m'attarde trop là-dedans, puis je voulais savoir, est-ce qu'il existe des méthodes pour bien aller à l'avant vers le changement? Bien, d'un, c'est certain qu'il faut beaucoup préparer. C'est beaucoup le rôle du gestionnaire pour être capable de pouvoir, entre autres, être beaucoup à l'écoute des besoins, des préoccupations. Une fois qu'on comprend beaucoup plus pourquoi une personne va avoir certains bloquants, va avoir certaines réticences, mais là, à ce moment-là, on est plus en mesure de pouvoir avoir une approche. Mais une approche,
premier élément le plus important, c'est avoir une approche bienveillante, une approche empathique. Mais en même temps, souvent, il y a des gens qui sont très et trop empathiques. Il faut être capable d'être bien, donner la responsabilité aussi à l'autre personne de s'engager. Comprendre que c'est un travail commun qu'on doit faire. Ce n'est pas uniquement les gestionnaires qui sont responsables d'engager les gens. Nous, on est là pour, les gestionnaires, les personnes qui accompagnent, les personnes doivent être des bougies d'allumage, mais il faut que la bougie s'allume. Donc, il faut aussi être capable de leur donner le bon cadre, mais à quelque part, il faut les amener aussi à se responsabiliser. Bienvenue. Claude, M. Vigneault, un grand merci. Un plaisir.